Salut, je m'appelle Luc. Et j'ai vu de mes propres yeux un général décoré se moquer de mon petit frère de 11 ans, alors que le réacteur de notre seul espoir s'étouffait dans un hangar top secret. Émile était là, silencieux dans son coin, tenant le vieux blouson de papa, et il essayait de leur dire quelque chose. Mais pour eux, ce n'était qu'un gamin, une distraction au milieu d'une crise nationale. Le général a littéralement ri, un son sec et méprisant qui a résonné plus fort que le silence. Angoissant de la machine en panne, il était loin de se douter que la survie de toute la base, et peut-être même l'issue de la guerre, dépendait de ce que ce garçon avait à dire. Vous êtes-vous déjà senti invisible, même en sachant que vous aviez la réponse que tout le monde cherchait, avant que je vous raconte comment mon frère a utilisé une intuition que personne ne pouvait comprendre pour calmer ce moteur infernal? Dites-moi dans les commentaires depuis où vous nous regardez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la tête du général quand le spectre a enfin rugi comme il le devait, grâce à une chose que tous ces instruments sophistiqués n'avaient pas pu détecter. L'arrogance de ces hommes était palpable, une sorte d'électricité statique dans l'air, aussi épaisse que l'odeur de kérosène et de métal chaud. Ils étaient les experts, les gradés, les ingénieurs. Émile, lui, n'était rien, juste le fils endeuillé de la chef de projet, un fantôme toléré par pitié, un rappel silencieux de son père, le pilote d'essai de génie que nous avions perdu. Le conflit était là, brutal et immédiat, dès les premières lueurs de l'aube sur la base aérienne 703. Le XF-99, le Spectre, notre unique avion furtif, était cloué au sol. Une machine révolutionnaire, notre seule chance de réussir l'opération Crépuscule, mais son réacteur expérimental devenait incontrôlable à pleine puissance. Une cascade harmonique, disaient les ingénieurs. En clair, l'avion menaçait de se désintégrer en vol, sous l'effet de vibrations violentes et indétectables. La tension dans le hangar était insoutenable. Le général Armand Dubois faisait les 100 pas, son visage une pierre grise de fureur contenue. Autour de la carlingue ouverte, les meilleurs esprits de la nation avaient le regard vide, fixant des écrans qui ne montraient qu'un échec cuisant, encore et encore. Et au milieu de tout ça, il y avait Émile. Assis sur une caisse à outils dans un coin sombre, il ne regardait pas les écrans. Il écoutait. Il avait cette façon de pencher la tête comme s'il captait une fréquence que personne d'autre ne pouvait entendre. Je le voyais faire, et mon cœur se serrait. Notre mère, le docteur Hélène Moreau, était au centre du chaos, une ingénieure brillante mais brisée par la pression et le deuil. Elle passait devant Émile sans le voir, ses yeux rivés sur les schémas, son esprit torturé par la peur d'un nouvel échec, d'une nouvelle perte. Pour elle, le protéger signifiait le tenir à l'écart, le rendre encore plus invisible. Elle pensait lui épargner la douleur de cet échec, sans réaliser qu'elle lui infligeait celle d'être ignorée. Le mépris le plus direct venait de l'adjudant-chef Pascal Fournier, un vétéran bourru que tout le monde appelait le bourru. Sa peau semblait imprégnée d'huile de moteur, et sa patience était aussi courte qu'une mèche de détonateur. À chaque fois qu'Émile s'approchait un peu trop, attiré par le murmure malade du réacteur, Fournier le chassait d'un geste sec de la main. « Ce n'est pas un terrain de jeu, gamin. Dégage de là, tu nous fais perdre du temps », lui a-t-il lancé à un moment, sa voix un grondement rauque qui a fait sursauter même certains des jeunes mécaniciens. Pour cet homme, la présence d'un enfant dans son sanctuaire de métal et de technologie était une insulte, une aberration. Émile n'a pas répondu, il a juste reculé, son visage impassible, mais j'ai vu ses poings se serrer dans les poches du vieux blouson. Le problème du spectre était devenu une obsession, un monstre qui dévorait toutes nos ressources et notre espoir. Les équipes du constructeur avaient été consultées par visioconférence sécurisée, les manuels réécrits, les diagnostics relancés des centaines de fois. Chaque solution proposée se soldait par le même résultat. Le moteur rugissait, puis se mettait à trembler violemment, une danse macabre qui faisait crisser chaque boulon de la structure. C'était un casse-tête insoluble, une impasse technologique, qui condamnait la mission la plus critique de la guerre avant même qu'elle n'ait commencé. Le hangar était devenu une chambre funéraire pour nos ambitions, et le silence entre chaque test raté était plus assourdissant que le cri du réacteur lui-même. C'est dans ce silence que mon petit frère a finalement décidé de se faire entendre. Il s'est déplacé lentement, une petite ombre se détachant des autres. Il a rejoint notre mère, tirant doucement sur la manche de sa blouse de laboratoire. « Maman !» a-t-il murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bourdonnement de la ventilation. Ils écoutent le grondement,
Mais ce n'est pas un grondement, c'est un sifflement. Hélène s'est retournée, et pendant une seconde, j'ai vu une lueur de la mer qu'elle était autrefois dans ses yeux, une douceur, mais elle a été éteinte instantanément par la vague d'épuisement et de pression. Elle a posé une main sur son épaule, non pas pour le réconforter, mais pour le repousser gentiment. « Pas maintenant, Émile. S'il te plaît, retourne dans ton coin, c'est trop important. » Ce n'était pas cruel, mais c'était pire. C'était un renvoi né du désespoir total, la confirmation finale pour mon frère que même pour elle, il faisait juste partie du bruit de fond, un obstacle sur le chemin de la solution. Le général a vu tout l'échange. Il s'est avancé d'un pas vif, ses bottes produisant des bruits secs et furieux sur le sol en béton. Il n'a même pas regardé Émile. Son regard était fixé sur notre mère, froid et accusateur. « Docteur Moreau, a-t-il dit, sa voix basse et menaçante, je comprends votre situation personnelle, mais nous sommes dans une installation militaire, pas une garderie. Votre fils est une faille de sécurité et une distraction. Soit vous le contrôlez, soit je le fais escorter hors de cette base de façon permanente. C'est bien clair ?» La menace flottait dans l'air, lourde et suffocante. Ma mère a simplement hoché la tête, le visage pâle, incapable de prononcer un mot. Elle venait d'être réprimandée publiquement, son autorité sapée devant toute son équipe. Tout ça parce que son fils avait essayé d'aider. L'injustice était si épaisse qu'on pouvait la goûter, métallique et amère comme du vieux sang. C'était toute la permission dont ils avaient besoin. Après l'humiliation publique de notre mère par le général, l'atmosphère est passée de tendue à ouvertement hostile envers Émile. J'ai entendu des chuchotements et vu des sourires en coin se propager parmi les mécaniciens regroupés près des établis. Fournier, le bourru, n'a même pas pris la peine de chuchoter. Il a essuyé ses mains graisseuses sur un chiffon et a crié assez fort pour que tout le monde entende « Hé les gars, peut-être que le gamin a trouvé la solution dans un de ses livres d'images. » Quelques-uns d'entre eux ont ri, un son cruel et aigu qui a résonné dans le vaste hangar. Émile est resté figé, sa petite silhouette absorbant chaque once de leur moquerie. Il n'a pas pleuré ni ne s'est mis en colère. Il a juste semblé rétrécir, serrant le vieux blouson d'aviateur plus fort autour de lui, comme si le manteau de son père était le seul bouclier qu'il avait contre un monde qui refusait de le voir. En le regardant se tenir là, si petit et si seul, j'ai été soudainement projeté 2 ans en arrière. Je me suis souvenu d'un après-midi ensoleillé dans le garage derrière notre ancienne maison. Papa avait le capot de sa vieille voiture ouvert, et Émile, à peine âgé de 9 ans, était perché sur un tabouret à côté de lui. « On ne fait pas que regarder un moteur, mon grand », disait papa en tapotant le bloc moteur d'un doigt graisseux. « On l'écoute, chaque machine a sa propre chanson, ses propres secrets. La plupart des gens n'entendent que le bruit. Mais si tu es patient, vraiment patient, tu peux entendre la musique. » Il avait placé la petite main d'Émile sur le moteur vibrant et mon frère avait fermé les yeux, une expression de concentration intense sur son visage. Ce souvenir, si chaleureux et plein d'amour, était un poignard dans mon cœur à cet instant, voyant ce même regard sur son visage n'être accueilli que par du mépris. Ignorant la distraction, les ingénieurs sont passés à leur prochaine tentative désespérée. Ils avaient recalibré une 12aine de capteurs sur la base d'un nouvel algorithme du constructeur. Un lourd silence est tombé sur le hangar alors que la séquence de prédémarrage était lancée. Les turbines ont commencé à tourner et pendant 10 secondes magnifiques, le son était pur, puissant, parfait. Un soupir de soulagement collectif commençait à se former. Et puis c'est arrivé. Un léger tremblement d'abord, puis une secousse violente qui a ébranlé toute la carlingue. La cascade était de retour, plus féroce que jamais. Une clé à molette a heurté le sol avec un bruit sec. Fournier a lâché une série de jurons qui feraient rougir un marin, donnant un coup de pied dans une armoire métallique de pure frustration. Les écrans clignotaient en rouge, une symphonie d'échecs. L'espoir qui avait brièvement vacillé a été anéanti, laissant derrière lui un désespoir encore plus profond et suffocant. Le spectre était une impasse. Cette fois, Émile n'a pas hésité. Il n'est pas allé voir notre mère. Il a marché avec une étrange et calme détermination à travers le groupe d'ingénieurs d'effet, directement vers Fournier. Le vieux mécanicien était appuyé contre le fuselage, la tête entre les mains, l'image d'un homme brisé. Émile s'est arrêté devant lui et sans un mot, a levé une petite main stable et a pointé un panneau spécifique et anodin juste derrière la prise d'air principale. « Ce n'est pas un grondement », a-t-il répété, sa voix claire et ferme dans le silence soudain. « C'est un sifflement. Un son aigu, ça vient de là-dedans. »
Fournier a relevé la tête, son visage un masque d'incrédulité se transformant en pure rage. « Tu te fiches de moi, gamin ?» a-t-il grogné, saisissant le bras d'Émile avec une main assez forte pour tordre de l'acier. « J'en ai assez de tes jeux. Sors d'ici, maintenant. » Au moment même où Fournier commençait à traîner physiquement mon frère, une nouvelle alarme a retenti dans le hangar. C'était une sirène perçante et aiguë, complètement différente des avertissements du moteur. Une petite console sur le mur du fond clignotait. Surchauffe de l'unité de puissance auxiliaire. C'était un problème mineur, une conséquence des heures de tests infructueux, mais cela a rompu le charme. Tout le monde s'est figé, leur attention détournée pendant une seconde critique. Dans ce silence soudain et tendu, la voix de ma mère a transpercé l'air, vive et désespérée. « Pascal, attendez !» Elle s'est précipitée en avant, se plaçant entre le mécanicien massif et son fils. Elle a regardé Émile, la certitude inébranlable dans ses yeux, le même regard qu'avait son mari. « Laissez-le, dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Laissez-le nous montrer. » Le hangar est tombé dans un silence complet. Le général regardait fixement. Fournier était figé sur place et tous les yeux étaient rivés sur le petit garçon dans le blouson trop grand. Le général Dubois resta figé, son visage une carte de veine tendue sous une peau rouge de fureur contenue. Son regard passait de ma mère, défiante et désespérée, à mon petit frère, une énigme silencieuse au milieu de son univers de protocole et de certitude. L'humiliation de la situation était palpable. Être acculé à écouter un enfant, alors que l'avenir d'une nation était en jeu, était une insulte à son rang, à son expérience, à tout ce qu'il représentait. Il prit une profonde inspiration, le son sifflant à travers ses dents serrées. « 5 minutes, docteur !» lâcha-t-il, chaque mot tombant comme une pierre. « Vous avez 5 minutes pour cette mascarade. Après quoi, je mets personnellement votre fils et ses fantaisies hors de ma base, et nous considérerons l'opération Crépuscule comme un échec. Est-ce clair ?» C'était un ultimatum, pas une concession, un dernier clou dans le cercueil de notre espoir. Fournier lâcha le bras d'Émile comme s'il s'était soudainement brûlé. Il recula d'un pas, un mélange de dégoût et d'incrédulité totale gravé sur son visage buriné. Il regarda ma mère comme si elle avait perdu la raison, puis jeta un regard méprisant à Émile. Autour de nous, les chuchotements se transformèrent en murmures incrédules. J'ai vu des techniciens secouer la tête, d'autres échanger des regards qui disaient « Clairement, c'est une blague ». La tension n'avait pas diminué, elle s'était transformée. Ce n'était plus la tension de l'échec technique, mais celle, plus personnelle et cruelle, de l'humiliation publique imminente. Tout le monde attendait, non pas une solution, mais la confirmation que tout ceci n'était qu'une folie, une dernière crise de nerfs, d'une ingénieure à bout. Mon frère se tenait au centre de ce cirque de cynisme, et je n'avais jamais eu aussi peur pour lui de toute ma vie. Pourtant, Émile ne semblait rien remarquer de tout cela. Il ne regarda ni le général, ni Fournier, ni même notre mère qui venait de tout risquer pour lui. D'un pas lent et délibéré, il se dirigea vers le monstre de métal silencieux. Son petit corps, enveloppé dans le grand blouson de papa, semblait absorbé par l'ombre massive du spectre. Chaque pas résonnait dans le silence tendu du hangar. Il n'y avait aucune hésitation en lui, aucune peur. C'était comme s'il suivait un chemin que lui seul pouvait voir. Mon estomac était un nœud de glace. Je priais, non pas pour un miracle, mais simplement pour qu'il ne soit pas brisé par ce qui allait suivre. Je voyais les sourires en coin, les regards condescendants, et chaque parcelle de mon être voulait le tirer de là, le protéger de l'inévitable humiliation. Mais il continua d'avancer, un pèlerin se dirigeant vers son sanctuaire. Arrivé devant le fuselage, il ne leva pas les yeux vers les panneaux d'accès ou les lignes de diagnostic. Il fit quelque chose que personne n'attendait. Il s'arrêta, ferma les yeux et posa doucement la paume de sa main droite sur la peau froide et lisse de l'avion. Il resta ainsi, immobile, pendant ce qui sembla une éternité. Sa respiration était calme, régulière. C'était un geste si simple, si intime, qu'il en était profondément déconcertant dans cet environnement de haute technologie et de procédures strictes. Il n'utilisait aucun outil, ne consultait aucun écran. Il semblait simplement écouter, non pas avec ses oreilles, mais avec sa main, avec tout son être. Ce n'était plus de la mécanique, c'était une communion. Le souvenir de mon père lui apprenant à écouter la musique du moteur me revint avec une force bouleversante. En cet instant, Émile n'était plus un enfant perdu.
Il était l'héritier d'un savoir que personne ici ne pouvait comprendre. Après un long moment, il ouvrit les yeux. Son regard était clair, dépourvu de toute émotion. Il se tourna vers l'un des ingénieurs en chef qui se tenait près de la console de contrôle, l'air complètement abasourdi. « Démarrez le réacteur », dit Émile, sa voix étonnamment stable. « 30% de la poussée, pas plus. Et coupez les amortisseurs de vibration. » L'ingénieur le dévisagea, puis se tourna vers ma mère, cherchant une confirmation. « C'est absurde, docteur, » protesta-t-il. « À ce régime, nous ne verrons rien. Les capteurs ne détecteront aucune anomalie pertinente. Et sans les amortisseurs, » ma mère le coupa, sa voix tranchante. Comme du verre brisé. « Faites ce qu'il dit, exactement ce qu'il dit, maintenant. » L'ordre claqua dans l'air, et l'ingénieur, le visage défait, retourna à son poste et commença à taper la séquence sur son clavier. Un gémissement bas commença à s'élever du cœur de la machine, un son complètement différent du rugissement assourdissant et brutal de leurs précédents essais. C'était un bourdonnement profond, presque organique, qui vibrait à travers le sol en béton du hangar. Personne ne bougeait. Tous les yeux étaient rivés sur Émile, qui n'avait pas retiré sa main du fuselage. Le général Dubois avait croisé les bras sur sa poitrine, son visage un masque de pierre impénétrable. Fournier se rongeait l'ongle du pouce, son mépris habituel remplacé par une attention nerveuse et involontaire. Ma mère se tenait juste derrière Émile, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches, son souffle suspendu. Le temps semblait s'être étiré, chaque seconde durant 1 minute. Le bourdonnement continuait, stable, sans la moindre trace de la cascade harmonique qui les avait hantés. Mais ce n'était pas suffisant. Ce silence vibrant était encore plus angoissant que le chaos. Émile ferma à nouveau les yeux, se concentrant totalement sur les sensations sous sa paume. Lentement, très lentement, il commença à faire glisser sa main sur la surface métallique, de quelques centimètres à peine. Il la déplaça vers le haut, puis vers la gauche, s'arrêtant de temps en temps, la tête légèrement penchée. On aurait dit un médecin utilisant un stéthoscope invisible, cherchant le battement de cœur irrégulier d'un patient géant. Les ingénieurs se regardaient, perplexes. Il n'y avait rien là où sa main se déplaçait, juste une section lisse du bouclier thermique principal. Puis sa main s'arrêta. Son index se tendit et il tapa 2 fois sur un point précis, un endroit qui semblait complètement anodin. Il ouvrit les yeux, se tourna vers Fournier et dit, avec une certitude absolue, qui glaça le sang de tout le monde. Le sifflement. Il vient de là, derrière ce panneau. Fournier laissa échapper un rire rauque, un son de pur mépris qui brisa le silence. Derrière ce panneau? Tu te moques de moi, gamin? Il n'y a rien là-dedans, à part le blindage thermique et un faisceau de câblage secondaire. On a tout vérifié avec des scanners thermiques et des sondes à ultrasons des dizaines de fois. C'est l'une des parties les plus simples et les plus stables de tout l'avion. Il se tourna vers le général, un geste suppliant de la main comme pour dire « Vous voyez bien que c'est une perte de temps ». Le visage du général Dubois s'était encore assombri, ses lèvres formant une ligne fine et dure. Le chronomètre invisible de ces 5 minutes semblait s'accélérer, et chaque seconde qui passait rendait le visage de mon petit frère plus pâle sous la lumière crue des néons du hangar. Ma mère fit un pas en avant, se plaçant directement dans le champ de vision de Fournier. Sa voix, bien que tremblante, avait une autorité de fer que je ne lui avais pas entendue depuis la mort de papa. « Pascal, dit-elle, et le simple usage de son prénom fit taire le mécanicien. Vous avez des ordres. Ouvrez ce panneau. Maintenant. » Ce n'était plus une demande, mais un commandement direct. Fournier la dévisagea, son regard passant de son visage déterminé à la silhouette impassible d'Émile, puis de nouveau à elle. Il chercha du soutien auprès des autres ingénieurs, mais ils détournèrent tous le regard, mal à l'aise, pris entre le marteau du protocole et l'enclume de cette scène surréaliste. Vaincu, le bourru grogna, se détourna brusquement et se dirigea vers sa caisse à outils avec la démarche d'un homme qu'on force à marcher sur la planche. Le bruit métallique de la caisse à outils qui s'ouvrait fut le seul son dans le hangar pendant un long moment. Chaque cliquetis d'un outil, chaque juron étouffé de Fournier, résonnait dans l'espace comme un coup de tonnerre. Il choisit un tournevis dynamométrique spécialisé et s'approcha du fuselage avec une lenteur exaspérante, comme s'il espérait qu'un contre-ordre vienne l'arrêter. Je retenais mon souffle, mon cœur martelant contre mes côtes. Je voyais les regards échangés, les sourires narquois qui n'attendaient que l'occasion d'éclater. C'était une torture,
L'humiliation de ma mère et de mon frère se préparait en public, et j'étais impuissant, simple spectateur de leur exécution symbolique. Le premier tour de vis produisit un grincement aigu qui me fit grincer des dents. 1, puis 2, puis 6 vis furent retirés avec une précision pleine de ressentiment. Avec un dernier grognement de frustration, Fournier retira le panneau. Il le laissa tomber sur le sol avec un fracas qui fit sursauter tout le monde. Et puis, rien, absolument rien. Derrière la plaque de métal se trouvait exactement ce qu'il avait dit, un enchevêtrement propre et ordonné de fils isolés, de conduits de refroidissement et de quelques supports structurels. Il n'y avait aucune trace de brûlure, aucune fissure, aucune fuite, aucun fil débranché. C'était parfaitement normal. Un murmure de soulagement et de justification parcourut les rangs des techniciens. « Je vous l'avais dit », marmonna Fournier en essuyant ses mains sur son bleu de travail. Il jeta un regard triomphant au général. Le visage de ma mère se décomposa. C'était fini. L'échec était total et l'humiliation complète. La dernière lueur d'espoir venait de s'éteindre, de la manière la plus cruelle qui soit. Mais Émile ne bougea pas. Il ne sembla même pas remarquer le désespoir de notre mère ou le triomphe des autres. Il s'avança calmement, contourna Fournier et se pencha pour regarder à l'intérieur du compartiment ouvert. Son petit doigt se tendit, passant devant des connecteurs complexes et des systèmes évidents, pour se poser sur la tête d'un minuscule boulon, pas plus gros que l'ongle de son pouce, qui fixait un régulateur thermique sur le châssis. « Ce n'est pas cassé, dit-il, sa voix toujours aussi calme. C'est juste le mauvais, le métal. Quand le réacteur tourne, il vibre à une fréquence très haute. Ce boulon vibre avec lui, mais pas de la même manière. Il crée une autre musique, un sifflement. C'est ce sifflement qui rend le moteur fou. » Il décrivait une résonance harmonique catastrophique, avec les mots simples d'un enfant parlant de musique. Les ingénieurs le regardaient comme s'il venait d'une autre planète. Un des concepteurs en chef s'avança. « C'est impossible. Ce boulon est un modèle standard en alliage de titane, spécification 7B. Il est utilisé sur des milliers de composants dans toute l'armée de l'air. Il n'a jamais posé le moindre problème. » C'était le summum de l'absurdité. Suggérer qu'un boulon standard, testé et approuvé, puisse être la cause d'une défaillance aussi complexe et unique était une hérésie technique. Mais Émile ne le regarda même pas. Son attention s'était déjà portée ailleurs. Il se retourna et pointa du doigt un coin sombre et poussiéreux du hangar, où gisait la carcasse d'un vieux drone de reconnaissance, un modèle déclassé depuis des années. « Celui-là », dit-il simplement. « Le boulon qui tient son gyroscope. Il est fait en composite de tungstène. Il est lourd. Il n'aime pas siffler. » Un silence de mort s'abattit sur le hangar. L'idée de cannibaliser une pièce d'un drone obsolète pour réparer le prototype d'avion le plus avancé au monde était si folle, si contraire à toute logique et à tout protocole, que personne ne sut quoi dire. C'était le choc de deux mondes. Le génie intuitif et organique d'Émile contre la logique rigide et compartimentée de la science militaire. Fournier ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Le général Dubois, qui était resté une statue de fureur glaciale, fit un pas en avant. Il regarda le boulon insignifiant dans le compartiment, puis le vieux drone, puis le visage incroyablement sérieux de mon petit frère. Le temps semblait s'être arrêté. Puis il tourna la tête vers Fournier, et d'une voix basse et rauque qui ne tolérait aucune discussion, il ordonna « Faites-le ». L'ordre du général suspendit le temps. Fournier et deux de ses meilleurs mécaniciens se dirigèrent vers le vieux drone comme s'ils marchèrent vers l'échafaud. Leur mouvement était empreint d'un ressentiment palpable, d'une humiliation professionnelle profonde. L'un d'eux, un jeune sergent, secouait la tête, murmurant à son collègue que c'était de la pure folie. Extraire un boulon d'une relique de musée pour le placer au cœur de la machine la plus sophistiquée de la nation était un sacrilège, une insulte à leur métier. Fournier lui-même, le visage fermé comme un poing, dévissa le boulon de tungstène avec une délicatesse rageuse. Il le tint dans la paume de sa main, le regardant comme si c'était un caillou stupide, avant de se retourner et de traverser le hangar, portant cette petite pièce de métal qui représentait l'échec de toute leur expertise et la victoire absurde d'un enfant. Le silence devint encore plus lourd quand Fournier, le dos tourné à tout le monde, se pencha pour effectuer l'échange. Chaque geste était scruté, chaque son amplifié. Le cliquetis du tournevis, le léger grincement du boulon en titane qu'on retirait, puis le silence alors qu'il vissait le nouveau. Le boulon en tungstène, la pièce de la honte. Une fois le panneau refermé,
Fournier se releva et recula du fuselage, essuyant ses mains sur un chiffon comme pour se débarrasser de la souillure de cette procédure insensée. Il ne dit rien, se contentant de lancer un regard noir au général, un regard qui disait « Voilà, votre cirque est terminé. Maintenant, regardons tout l'échec final. » L'atmosphère était électrique, une soupe épaisse d'anticipation, de cynisme et de la plus infime, la plus terrifiante, lueur d'espoir qui émanait de ma mère. Le général Dubois ne scia pas. Son visage était une lame de granit. Il fixa le spectre, puis son regard balaya la salle, s'arrêtant une fraction de seconde sur Émile, qui se tenait toujours près de la carlingue, la main posée dessus comme pour la rassurer. Puis, la voix du général fendit l'air, sèche et sans appel. Test de puissance maximale. Séquence complète, immédiatement. C'était un ordre suicidaire. Jamais il n'avait osé pousser le réacteur au-delà de 70% sans que la cascade ne menace de tout déchirer. L'ingénieur en chef à la console hésita, ses doigts planant au-dessus du clavier. Il jeta un regard paniqué à ma mère qui hocha simplement la tête, le visage blanc comme un linge. L'ingénieur déglutit, ferma les yeux un instant et lança la séquence. Le gémissement initial du réacteur commença, un son familier qui faisait toujours se nouer les estomacs. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le son monta en puissance, passant du gémissement à un grondement, puis à un rugissement. Mais il était pur, net, dépouillé de toute la dissonance sous-jacente qui annonçait toujours le désastre. La poussée dépassa 70%, 80%, 90%, et rien. Pas la moindre secousse, pas le plus petit frémissement anormal. À 100%, le hangar fut submergé par un cri assourdissant, une déferlante de puissance brute et parfaitement maîtrisée qui faisait vibrer l'air, le sol, nos os, mais sans la moindre trace de la vibration chaotique et meurtrière. C'était le son de la perfection, un hurlement stable et magnifique qui clouait tout le monde sur place. Le spectre n'était plus un monstre malade. C'était un dieu du métal qui venait de s'éveiller, et son chant était terrifiant de pureté. Sur les écrans de contrôle, ce fut un miracle silencieux. Les lignes sismiques qui s'affolaient habituellement en une tempête de pics rouges étaient maintenant plates, vertes, presque ennuyeuses. Les voyants d'alerte restaient obstinément éteints. Niveau de vibration, nul. Stabilité du flux, 100%. Température du cœur, nominale. Tout est au vert. Je ne comprends pas. La voix de l'ingénieur en chef était un murmure étranglé d'incrédulité. Il tapota son écran comme pour s'assurer qu'il n'était pas gelé. Il relança le diagnostic 3 fois de suite. Le résultat était le même. Implacable. Parfait. Les données, froides et objectives, confirmaient ce que leur sens refusait d'admettre. Le problème, le monstre qui les avait hantés pendant des semaines, avait été vaincu par un boulon de récupération et l'intuition d'un gamin de 11 ans. Un silence. Stupéfait tomba sur le hangar. Un silence si profond que le rugissement parfait du moteur semblait lointain. Personne n'osait bouger, comme si le moindre mouvement pouvait briser le sortilège. Les ingénieurs se regardaient les uns les autres, les yeux écarquillés. Leurs certitudes, leurs diplômes et leurs années d'expérience réduits en cendres, en l'espace de 30 secondes. Le général Dubois se tenait droit comme un piquet, mais son masque de contrôle s'était fissuré. Il regardait fixement le mur de moniteur vert, la mâchoire légèrement décrochée. Son regard passa lentement des écrans à mon petit frère. Et pour la première fois, il n'y avait ni mépris, ni agacement, ni colère dans ses yeux. Il n'y avait qu'un choc pur et abyssal, la prise de conscience vertigineuse qu'il venait d'assister à quelque chose qui dépassait sa compréhension du monde. Mon regard se porta sur Fournier, le bourru. Il n'avait pas bougé. Il était toujours appuyé contre le mur, ses bras ballants. Il ne regardait ni les écrans ni le général. Il fixait Émile. Son visage buriné, habituellement un bastion d'arrogance et de cynisme, était complètement vide. Il semblait avoir vieilli de 10 ans. Puis, lentement, une chose incroyable se produisit. Une larme solitaire et épaisse se forma au coin de son œil, traça un sillon propre à travers la couche de suie et de graisse sur sa joue et tomba en silence sur le sol en béton. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le poids d'une vie de certitude qui s'effondrait. L'humiliation qu'il avait si ardemment souhaitée pour mon frère venait de s'abattre sur lui, non pas comme une punition, mais comme une révélation brutale et silencieuse. Le rugissement du spectre s'éteignit lentement.
laissant place à un silence encore plus assourdissant que le bruit lui-même. Le général Dubois fut le premier à bouger. Il se redressa, passa une main sur son visage, comme pour s'assurer qu'il était bien réveillé, puis il marcha. Il ne se dirigea pas vers la console de contrôle ni vers les ingénieurs stupéfaits. Il marcha droit vers mon frère. Il s'arrêta devant ce petit garçon de 11 ans, une montagne de décoration et d'autorité, face à une petite silhouette dans un blouson trop grand. Il ne dit rien pendant un long moment, son regard intense scrutant le visage d'Émile. Puis, d'une voix rauque et basse, qui résonna dans le silence absolu, il dit simplement « Comment ?» Ce n'était pas une question accusatrice, mais une demande humble, la reconnaissance, d'un mystère qu'il ne pouvait pas percer. Ma mère, elle, s'effondra. Pas de désespoir, mais de pur et violent soulagement. Elle tomba à genoux devant Émile, ignorant le général, ignorant le reste du monde. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des mois, peut-être même des années, coulaient librement sur ses joues. Elle prit le visage d'Émile entre ses mains tremblantes et le regarda, mais cette fois, elle le voyait vraiment. Elle ne voyait pas seulement son fils, l'enfant qu'elle devait protéger. Elle voyait l'héritage de son mari. Elle voyait le même génie intuitif, la même connexion étrange avec les machines. « Philippe » murmura-t-elle, un sanglot secouant tout son corps. « Oh mon Dieu, tu es comme lui. » C'était une absolution, une reconnaissance et la guérison d'une blessure que nous pensions tous incurable. Dans ce hangar froid, notre famille venait de se retrouver. Le lendemain, toute la base fut rassemblée sur le tarmac. L'ambiance était électrique, pleine de rumeurs et d'incrédulité. Le général Dubois se tenait sur une petite estrade, le spectre brillant derrière lui sous le soleil matinal. Il n'a pas fait un long discours sur la mission ou la victoire technique. Il a parlé de l'arrogance, de la certitude aveugle et de l'incapacité à écouter. Puis il a appelé Émile à le rejoindre. Mon frère a monté les quelques marches et le général s'est agenouillé devant lui. Il tenait un petit blouson d'aviateur, fait sur mesure, de la même couleur que celui de papa. Sur la poitrine, un écusson spécial avait été cousu. Il ne portait ni grade ni insigne d'unité. Il y avait juste 3 mots brodés en fil d'or. Murmureur en chef des systèmes. Le général le lui a remis, et pour la première fois, j'ai vu mon petit frère sourire. Émile n'était plus un fantôme. Il est devenu une légende vivante, le fantôme du spectre. Il avait son propre badge d'accès qui lui ouvrait toutes les portes, des laboratoires de recherche aux hangars les plus secrets. On ne le chassait plus. Au contraire, on le cherchait. Je l'ai vu assis en tailleur sur une aile d'avion, entouré d'ingénieurs 2 fois plus âgés que lui, qui lui montraient des schémas sur une tablette et écoutaient attentivement ses observations. Il ne parlait pas leur langage de formules et d'équations, mais il leur parlait de chansons, de sentiments et de couleurs dans le bruit des machines. Et ils apprenaient à traduire. Ils apprenaient à écouter d'une nouvelle manière, non pas parce qu'on leur ordonnait, mais parce qu'ils avaient vu l'impossible se produire. Quant à Fournier, sa transformation fut la plus silencieuse et peut-être la plus profonde. Il n'a jamais présenté d'excuses verbales. Ce n'était pas son genre. Mais ses actions parlaient plus fort que n'importe quel mot. Je l'ai vu, quelques jours plus tard, approcher Émile qui était fasciné par un moteur à réaction démontée. Le bourru s'est accroupi à côté de lui, non pas avec condescendance, mais avec le respect d'un artisan pour un autre. Il a pointé une turbine et a commencé à lui expliquer à voix basse comment l'équilibre des pales affectait la musique du moteur. Il ne le traitait plus comme un enfant, mais comme un père, un consultant doté d'un don qu'il ne comprendrait jamais entièrement, mais qu'il respectait désormais sans réserve. Le mépris avait été remplacé par une sorte de dévotion bourrue et protectrice. L'opération Crépuscule fut un succès retentissant, une victoire qui changea le cours de la guerre, et le spectre devint le héros des livres d'histoire. Mais pour nous, pour les quelques centaines de personnes qui se trouvaient dans ce hangar ce jour-là, la plus grande victoire n'était pas stratégique. C'était une leçon d'humilité gravée à jamais dans nos mémoires. On nous avait toujours appris que la connaissance venait des livres, que l'autorité venait du grade et que les solutions venaient des protocoles. Ce jour-là, au cœur de la machine militaire la plus avancée du monde, nous avons tous appris que le vrai génie ne vient pas toujours avec un diplôme ou une décoration, mais parfois, il vient d'une voix discrète qui sait simplement comment écouter le silence entre les bruits. Aujourd'hui encore, des années plus tard, l'écho de cet événement résonne encore sur la base 703. Ils appellent ça l'effet Émile. C'est devenu une sorte de procédure non officielle. Quand une machine devient capricieuse, quand les diagnostics ne donnent rien, il y a toujours un moment où un
Un ingénieur finit par dire « Bon, et si on arrêtait de regarder les écrans 2 minutes pour simplement écouter ?» C'est devenu un mème, une blague, mais une blague profondément respectueuse. J'ai vu des colonels et des docteurs en physique s'arrêter, fermer les yeux et juste prêter l'oreille au murmure d'un compresseur. Ils n'entendent peut-être pas la même musique que mon frère, mais ils ont appris que le silence peut être plus révélateur que le bruit, et que parfois, la solution la plus complexe se cache dans la simplicité la plus désarmante. Cette histoire n'a pas seulement réparé un avion, elle a brisé quelque chose de bien plus résistant, l'orgueil. Le général Dubois a pris sa retraite 2 ans plus tard, et dans son discours d'adieu, il n'a pas parlé de ses victoires ou de ses médailles. Il a parlé d'un garçon de 11 ans qui lui a appris la plus grande leçon de sa carrière. La certitude est l'ennemi de la vérité. Quant à Fournier, il est devenu le plus grand protecteur d'Émile, un mentor bourru qui s'assurait que personne n'oublie jamais que le plus petit boulon peut causer la plus grande catastrophe et que le plus petit des hommes peut avoir la plus grande des visions. Le souvenir de leur propre arrogance est devenu une sorte de fantôme bienveillant qui hante les couloirs de la base, un rappel constant de leur faillibilité. La vie nous met constamment à l'épreuve, mais les plus grands défis ne sont pas toujours les montagnes que nous devons gravir. Parfois, ce sont les petites voix que nous devons apprendre à écouter, surtout celles à l'intérieur de nous. La leçon que nous avons tous apprise ce jour-là, au milieu des odeurs de kérosène et de la peur, c'est que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son âge, à son grade ou au diplôme accroché à son mur. Elle se mesure à sa capacité à voir ce que les autres ignorent, à entendre ce que les autres n'écoutent pas et à avoir le courage de rester debout, même quand le monde entier vous dit de vous asseoir et de vous taire. Le vrai génie n'est pas de connaître toutes les réponses, mais de savoir poser les bonnes questions. Et Émile, il est devenu un jeune homme maintenant. Il travaille toujours pour le gouvernement, dans un laboratoire si secret que même moi je ne sais pas exactement ce qu'il y fait. Mais il est resté le même, silencieux, observateur, humble. Il porte encore parfois le vieux blouson de papa, surtout quand il est face à un problème particulièrement difficile. Il n'a jamais laissé la renommée ou le respect changer qui il était. Il écoute toujours les machines, et elles continuent de lui murmurer leurs secrets. Il n'a pas seulement trouvé sa place dans ce monde, il a forcé le monde à créer une place juste pour lui, une place où sa différence n'était plus une faiblesse, mais sa plus grande force. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de confiance en soi, quelqu'un qui se sent invisible ou sous-estimé, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver sa propre voie, même quand ce n'est pas celle que les autres attendent de vous. Merci de m'avoir écouté.